pouvez-vous présenter en quelques mots? Écoutez, c'est assez simple. Je suis maître de conférence habilité directeur de recherche à l'Université du Mans, donc du Maine, où je dirige ce M2 de droit bancaire et financier depuis 2004, puisque je l'ai créé en 2004, et j'exerce en praticien dans un cabinet d'avocats, donc côté pratique et côté universitaire, les deux en même temps. J'ai toujours fait cela d'ailleurs, donc les deux carrières ont toujours été en parallèle. Comment vous êtes venu l'idée de créer ce master? Alors, l'idée est assez simple. Nous sommes en 2004. Le besoin de recrutement, et je le constate en cabinet, se fait de plus en plus prégnant en matière de droit bancaire et financier, mais aussi se fait prégnant dans tout ce qui est corporate, c'est-à-dire fusion-acquisition. J'observe que finalement, il n'y a pas de raison d'exclure les étudiants manceaux de ces spécialités, qui ne sont en général pas traités en province, mais plutôt dans les universités parisiennes. Et donc, je décide de lancer ce master en 2004 de droit bancaire et financier, appuyé sur une formation aussi importante en corporate, afin que les étudiants puissent tout à la fois aller dans les départements banking du cabinet, dans les départements corporate, aller dans les sociétés cotées ou éventuellement aller dans les directions juridiques de banque, bien évidemment. Qu'apporte ce master aux étudiants? Alors, l'idée vers laquelle nous tendons de façon continue, c'est évidemment d'apporter une formation académique sur le droit des sociétés, le droit bancaire et financier, le droit des marchés financiers, apporter aussi une solide formation en droit des obligations, car il n'y a pas de bon spécialiste en droit des affaires s'il n'est pas préalablement un étudiant averti en droit des obligations. Alors qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte d'abord une vision donc académique, comme nous sommes une formation universitaire, mais surtout aussi une formation pratique, c'est-à-dire que nous sommes tendus, toute l'équipe pédagogique est tendue vers un objectif de rendre les étudiants concurrentiels sur le marché du travail, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enseignements sont tout à la fois des enseignements théoriques, mais aussi des enseignements pratiques, et j'insiste bien sur cet élément parce que c'est ce qui peut-être le différencie, en tout cas c'est ce qui en fait incontestablement sa plus-value, et cette plus-value nous la voyons dans les recruteurs qui sans cesse nous disent et nous encouragent à continuer ces efforts vers une formation solide en académique et extrêmement tournée vers la pratique. Pouvez-vous nous parler du Beauty Contest? Alors, le Beauty Contest est un petit peu une légende ou un mythe dans notre formation. Alors, Beauty Contest, ça veut dire concours de beauté, si vous le traduisez exactement. En réalité, il ne s'agit pas d'un concours de beauté, c'est l'appellation pratique des mises en concurrence de cabinets d'avocats anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il arrive que les cabinets soient dans un appel d'offres, les Anglais appellent ça un Beauty Contest, puisque le cabinet qui sera retenu sera le plus beau, entre guillemets. En réalité, il s'agit d'un exercice extrêmement pratique qui est demandé aux étudiants qui se scindent en deux groupes au sein de la promotion. La promotion est donc scindée en deux groupes et chaque équipe va représenter un cabinet d'avocats avec des thématiques pratiques. Ce ne sont que des cas pratiques issus de l'activité d'un cabinet d'affaires. Et incontestablement, il s'agit de tester les étudiants sur leur réactivité pratique, tester les étudiants sur la capacité qu'ils ont de rédiger des contrats, de rédiger des opinions juridiques, de rédiger des consultations, bref, d'anticiper ce à quoi ils seront soumis quelques mois après au sein des cabinets ou au sein des entreprises. Quels sont les stages que choisissent la plupart des étudiants qui sortent de master? Alors, les stages, on a une répartition qui est, depuis le temps, à peu près semblable. On a un effet de répartition à peu près identique. Il y a principalement une volonté d'intégrer des cabinets d'affaires, évidemment plutôt les cabinets d'affaires français ou anglo-saxons parisiens. Ça, c'est une très forte un très fort élément sur les recrutements. Une partie des étudiants préfèrent aller en entreprise ou en banque. Donc je dirais, en tous les cas, le recrutement, après le M2, se fait soit en cabinet, soit en entreprise, et plus particulièrement en banque, ou en autorité indépendante, dont l'autorité des marchés financiers, évidemment, qui est un élément important et un partenaire important du M2.
Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un candidat à votre master? Alors, les conseils que l'on pourrait donner à un candidat qui souhaiterait intégrer le Master 2 de droit bancaire et financier, car comme vous l'avez relevé, son nouvelle appellation sera droit bancaire et financier, d'abord une grande motivation, car il va sans dire qu'il y a durant l'année énormément de travail, donc j'attache une grande importance à la motivation. Bien évidemment, nous attachons, parce que c'est la règle, une importance aux résultats académiques, on va dire, c'est-à-dire aux résultats des notes, aux éventuelles mentions qu'un étudiant ou une étudiante a pu obtenir durant sa scolarité, mais en effet, les notes sont un élément qui est pris en compte, mais ce n'est pas un élément d'irriement. C'est un faisceau d'indices qui permet un recrutement. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner à un étudiant de M1 qui souhaiterait postuler un an après dans le M2? D'abord, d'assurer des prérequis, puisque toutes les formations de M2 nécessitent des prérequis. Alors, pour nous qui traitons le droit bancaire et financier, c'est incontestablement le droit des procédures collectives, le droit des sûretés, le droit bancaire. Il est préférable que les étudiants les passent à l'écrit, évidemment, plutôt qu'à l'oral. Quelles sont les qualités, d'après vous, qui feraient un bon juriste? D'abord de la créativité, de la réactivité et un sens du doute. Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir, lorsqu'on exerce en pratique, des juristes qui sont empreints de certitude, et la certitude est avant tout un obstacle à la réactivité. Or, lorsque vous conseillez des clients, incontestablement, il s'agit de leur trouver une solution qui corresponde parfaitement à leurs besoins, mais surtout, éventuellement, de créer, puisque c'est finalement ce que paient les clients, c'est la valeur ajoutée. Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs diplômés du master? D'abord, d'être eux-mêmes, puisqu'on gagne toujours à asseoir sa carrière sur sa propre personnalité. Donc d'abord, d'être eux-mêmes. Ensuite, évidemment, de toujours avoir à l'idée que le marché est extrêmement concurrentiel, donc toujours avoir à l'idée d'enrichir ses connaissances et de ne pas rester sur des connaissances acquises qui deviendraient désuètes. Et enfin, de faire preuve d'un choix qui est parfois un choix de cœur, c'est-à-dire qu'on est d'autant meilleur que l'on peut exercer une matière que l'on aime.